Attention, ça va faire un petit voilà, continuons. Donc de nombreux supports de formation sur le Padlet et prochainement, sous une quinzaine de jours, cette formation à laquelle nous assistons actuellement sera mise en ligne dans cette colonne, tout en bas, dans la dernière vignette. Voilà. Et si vous souhaitez approfondir dans tout ce qui est aspect sensoriel, tout ce qui est, champ disciplinaire, les colonnes, que vous ferez défiler à la suite vous apporteront des éclairages et des ressources. Hop, alors, mon diapo bloc, on va relancer, voilà, c'est bon. Et là, je vous propose de travailler en 2 temps aujourd'hui. Dans un premier temps, que l'on se concentre sur ce qui concerne la structuration, pardon, de l'environnement pédagogique. Et dans un second temps, que l'on fasse un zoom sur, l'apprentissage par compétences, les apprentissages par compétences avec des exemples d'aménagement et d'adaptation. Alors évidemment, en une bonne heure, on ne peut pas tout couvrir, donc j'ai essayé d'aller, au plus essentiel, à savoir tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage à partir des compétences visuelles, ce qui va concerner aussi, la maîtrise de la langue et l'entrée dans la construction du nombre. Pour plus, de ressources, je me répète, mais je vous renvoie du coup par le Padlet qui n'est pas terminé, hein, il s'enrichit au fil des mois. Voilà. Donc par rapport à cette dimension de structuration des apprentissages, les 2 mots-clés qui sont vraiment à prendre en considération et à toujours garder à l'esprit sont les notions d'anticipation et de structuration. En substance, ça concerne notre cœur de métier. C'est quelque chose qui va forcément nous concerner dans la menée de classe et dans le suivi des apprentissages individuels. Mais j'ai envie de dire que là, il va falloir être d'autant plus vigilant et d'autant plus fin, aussi bien au niveau de l'observation qu'au niveau de la construction, de l'élaboration de l'environnement. Donc, je vous ai fait là un petit récapitulatif de tous les étages de structuration à considérer. Donc, il va falloir être très vigilant au niveau de la structuration du temps, de quand on propose des activités à l'enfant, de combien de temps cela va durer, de comment on va rendre explicites ces éléments de déroulé de journée et de déroulé de semaine. Je vous apporte quelques exemples dans quelques instants. Pareil, ce qui va être très important, c'est la structuration de l'espace, où se passent les activités, selon quelle cohérence. Et là, tout de suite, on voit bien qu'en réalité, la structuration, elle est spatio-temporelle, elle est extrêmement, l'espace et le temps sont extrêmement liés. Il va y avoir aussi une importance à la structuration des activités de leur encadrement, qui fait quoi et avec qui ramène tout de suite aux étages supérieurs, en fonction de quels objectifs d'apprentissage. Plus on est nombreux, plus il faut qu'on se mette au clair sur les objectifs et le matériel qui va être propice aux acquisitions. Et du coup, le matériel va lui aussi nécessiter un regain d'anticipation. C'est-à-dire quoi spécifiquement peut être utilisé, de quelle façon, et surtout, en quelle quantité et à quelle proximité et avec quelle prise en main particulière. Je vais vous apporter quelques exemples. Et enfin, plus on va être nombreux dans la classe ou bien dans le LIS, plus il va y avoir un besoin très fort de coordination, aussi bien pour la mise en place que pour les aspects de rangement, que pour les aspects d'animation d'atelier et bien entendu pour tout ce qui concerne les observations croisées. À ce niveau-là, Madame Normand nous a apporté des éléments de travail d'une extrême préciosité. Voilà, donc là, sur l'axe d'anticipation, on va surtout se focaliser sur tout ce qui est structuration des espaces et du temps. Et l'enjeu premier va être de donner des repères stables afin de rendre l'environnement prévisible. On avait vu la dernière fois que les difficultés au niveau des fonctions exécutives qui concernaient la planification notamment aussi, la possibilité donc à avoir à l'esprit l'ensemble des événements et des actions qui allaient s'enchaîner, pouvaient générer une forte anxiété et par voie de conséquence, des troubles du comportement ou bien des difficultés de comportement. Plus on va réussir à stabiliser l'environnement, plus on va le rendre explicite et donc compréhensible par l'enfant, plus il va lui sembler prévisible, plus ça va le rasséréner et plus ça va favoriser sa coopération. Il y a de fortes chances dès lors que progressivement, il y ait un estompage, une extinction des troubles du comportement. Et alors, quand on va être amené à structurer cet espace et ce temps, il va falloir tout le temps que l'on ait à l'esprit ces questions
de manière à rendre dans l'environnement explicite les réponses de façon visuelle en première intention. L'idée étant, comme on l'avait vu du fait des difficultés de compréhension, de ne pas noyer de langage l'enfant pour qu'il trouve ses repères. Il faut essayer de faire en sorte que les repères soient le plus visuels possible. Dans un premier temps, puisqu'il faut se concentrer sur la dimension prévisible par le visuel, on va quand même essayer du coup de limiter les stimulations pour favoriser la concentration et la discrimination. Donc ça veut dire que dans un espace classe, eh bien peut-être qu'on peut essayer d'envisager tout ce qui est, diminution du volume sonore. Ça peut aussi concerner, pour les enfants qui ne vont pas avoir de difficultés majeures à être, à proximité de leur père, peut-être par moment, pour certaines activités, d'avoir des écrans qui leur permettent de se focaliser sur leur cible, sur la tâche d'apprentissage. Pour certains, il va y avoir besoin, d'avoir un poste de travail individuel à l'écart, plus ou moins, épuré, je dirais, en fonction du profil sensoriel. Voilà. Est-ce qu'à ce niveau-là, je sais que certains, ont des élèves avec TSA dans leur classe, certains souhaiteraient rebondir, faire un commentaire, poser une question? Ou bien est-ce que nous continuons? Pareil, madame Normand, si vous voulez rebondir, n'hésitez pas. Alors oui, nous sur l'ULIS TSA, nous utilisons principalement des postes de travail individuels. Alors seulement la deuxième année que le dispositif a ouvert, mais pour le moment, les enfants ont vraiment besoin d'avoir un espace repéré qui leur est propre pour pouvoir vraiment entrer pleinement dans les apprentissages. On parlera un petit peu plus tard des temps collectifs, comment créer du regroupement, mais en tout cas sur les séances d'apprentissage individuelles, les élèves ont vraiment besoin de repérer où est leur table, où est leur matériel, et après la structuration visuelle qui va les aider, dont on va parler prochainement. Oui, et justement, par rapport à ça, selon le poste de travail que l'on se fixe, qu'il soit individuel à l'intérieur du groupe, il va falloir du coup aussi penser la place de l'adulte ou bien du tuteur, dans certains cas, selon le type de besoin de guidance qu'il va y avoir. C'est-à-dire que là, par exemple, si on observe le poste de travail individuel, on voit qu'il y a un face-à-face. Peut-être que là, on va plutôt favoriser la guidance verbale pour pouvoir initier l'action, favoriser l'imitation verbale. Ici, on va avoir un adulte qui va être positionné plutôt sur le côté et on remarque que c'est une activité qui va plutôt demander une guidance gestuelle. C'est un petit enfant qui recompose un mot avec des lettres, donc il y a pas mal de lettres. Il faut l'aider à la sélection parce qu'il a quelques difficultés motrices. Là, ce type de positionnement semble tout à fait adapté. Ici, on a une professionnelle qui est plutôt placée derrière l'enfant parce qu'il y a un besoin de guidance physique pour aider à la réalisation de certains gestes et de certaines sous-étapes. Est-ce que je laisse à chaque fois un petit temps de pause après chacune de mes présentations pour favoriser les questions et les interactions. Madame Normand, sentez-vous libre d'intervenir. Bon, avançons. Et alors, du coup, si on pense le poste de travail, madame Normand a commencé à le souligner avec le fait que certains enfants aient besoin vraiment de repérer leur matériel, il va falloir optimiser le rangement. À la fois pour réussir à garder la disponibilité de l'enfant optimale, pour pouvoir créer un rythme de présentation des activités, et en même temps pour progressivement favoriser son autonomie dans le rangement. Donc là, on est dans des exemples de postes de travail où on voit qu'on va du plus épuré avec une logique de démarrage des activités à gauche et de rangement des activités à droite. C'est inspiré d'un référentiel qu'on va appeler Teach. Vous avez un fascicule de présentation dans la colonne 2 Se former que je vous ai indiqué tout à l'heure sur le Padlet. En bas, on va avoir peut-être des exemples de présentation de matériel où la difficulté sensorielle est peut-être un peu moindre. Il y a moins de difficultés de stimulation. C'est ce qui fait qu'à droite, les activités sont plus facilement accessible, il n'y a pas forcément de couvercle, l'enfant peut se servir, il y a quelque chose qui est bien en place au niveau du positionnement élève très probablement.
On va favoriser aussi le repérage de tout ce qui est matériel scolaire. Hop. Et il se peut, si on sait qu'on va travailler avec des petites séquences d'activités vraiment très, très courtes, qui vont nécessiter un certain rythme de présentation et une facilité de mobilisation et de rangement de la part de l'intervenant. Si l'enfant n'en est pas encore à pouvoir, ranger de lui-même, on va faciliter une certaine ergonomie, une certaine économie de gestes. Là, je vous ai donné un exemple d'activités rangées dans des sacs de congélation. Très pratique parce qu'il en existe tout un tas de tailles, ça prend pas beaucoup de place et ce qui est très intéressant à mon sens, c'est que ça permet de préparer la quantité exacte de matériel nécessaire pour réaliser l'activité. C'est-à-dire qu'il y a pas de phase de mise en place et de préparation. Là, la disponibilité de l'enfant va être vraiment optimale et la possibilité de le contenir, de le proposer et de l'orienter directement sur la consigne en fonction de l'objectif que l'on s'est visé, va vraiment être optimisée et favorisée. Oui, j'insiste particulièrement sur ce point-là parce qu'effectivement, Oui, la préparation est essentielle, plus qu'essentielle, être sûr qu'on a tout le matériel nécessaire à l'activité et qu'on puisse vraiment démarrer tout de suite. Parce qu'en fait, on n'imagine pas forcément, mais 1 seconde, 2 secondes de trop, on peut complètement oui, perdre l'attention de l'élève, voire l'élève lui-même qui va quitter son poste de oui, travail, son stagiaire. Parce que oui, pour oui. lui, c'est trop long et que capacité attentionnelle ne sont plus mobilisées. Ça paraît anodin, mais vraiment de vérifier sur un puzzle que toutes les pièces sont présentes, un travail avec des jetons, qu'on a vraiment bien tout le matériel avant de proposer la séance d'apprentissage. Oui, 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 tout à fait et en tout cas, ce qui me concerne, moi, la solution que j'avais trouvée qui était pas mal, c'était les sacs de congélation, mais il y en a certainement d'autres. Est-ce que vous avez d'autres dispositifs, heu, Alors, utilisés? on récupère des petites barquettes, mais c'est vrai que pour tous Ouais. les supports avec des petites étiquettes scratch, par exemple, qu'on va préparer à l'avance, ou des petits supports de motricité fine, je pense à des petits écrous, à des activités de pince, d'avoir vraiment le matériel dans une petite barquette. Et aussi, alors nous, on n'utilise pas forcément ce système Stitch avec les bacs de rangement, mais par contre, d'avoir Mmh. un espace, soit une table, soit un espace sur la table qui est vraiment vierge et sur lequel le travail va être présenté à l'élève, et un autre espace sur lequel on a préparé l'ensemble des activités qu'on va lui proposer. C'est-à-dire qu'il ne voit et n'est attiré que par ce qui va être réalisé en premier, mais par contre, tout le reste est accessible et disponible tout de suite après. Mmh mh. Oui, merci beaucoup. Voilà. Alors attendez, hop, on va faire le lien du coup. Oui, de la même façon que la question du rangement et de l'accès au matériel et puis la possibilité pour l'enfant de devenir autonome dans le rangement, lorsque ces gestes sont acquis, certains enfants vont avoir un peu une table au milieu de la classe comme certains autres et vont devoir gérer leur matériel scolaire comme leurs camarades. Mais il peut y avoir une difficulté de gestion autonome des effets personnels, hein. Ça a trait quand même beaucoup à la fois à la structuration spatio-temporelle de l'enfant. Où ai-je mis mes affaires? Où sont-elles? Où se retrouvent-elles? Ça a trait aussi aux difficultés de planification. Donc pouvoir faciliter lorsqu'on donne la consigne à l'oral, ça renvoie à la notion de compréhension, le repérage visuel de ce qui est demandé et de l'endroit où le trouver, ça peut permettre à certains enfants d'enclencher l'action plus facilement, voire de l'enclencher tout court. On avait bien précisé la dernière fois que, pour des enfants qui avaient un bon niveau de performance et qui n'étaient pas loin ou qui étaient en plein dans les possibilités d'apprentissage qui correspondaient à leur tranche d'âge, la consigne générale n'était pas forcément toujours évidente à saisir et ne suffisait pas à la mise en action. Donc ça, c'est une manière d'aider à capter l'attention et puis lorsqu'on doit le remobiliser pour individualiser la consigne, de faire référence à ce qui a été dit précédemment par l'enseignant. Avançons, voilà. Au niveau maintenant des grands ensembles, la structuration de l'espace, autant que faire se peut. Ça, bien entendu, ça dépend de la superficie, ça dépend du mobilier, ça dépend du matériel qu'on a à notre disposition. Après,
enfin, quand on veut partir dans cette idée de favoriser un espace égal une fonction, on a vite des instincts de survie et de système D qui se mettent en place et de récupération, de collecte de matériel, etc. Donc, pouvoir structurer les espaces, ça va permettre aussi de clarifier les différents éléments de la posture d'élève, les différentes règles qui le régissent en fonction des espaces dans lesquels on rentre et de diversifier les modalités finalement d'apprentissage et d'interaction, de présentation de matériel. Donc là, elle a l'exemple de l'espace d'accueil qui est assez classique, l'espace bibliothèque aussi, c'est en général beaucoup d'actualité. Souvent, ça se perd au fur et à mesure de la montée en cycle, mais c'est pourtant quelque chose de vraiment fondamental et de fédérateur, surtout quand on abordera la question des rituels et de leurs fonctions. Un espace loisir où on peut avoir des activités lorsque l'on a fini son travail. Pour certains enfants, ça peut peut-être être aussi une banque de réserve pour avoir accès à certains renforçateurs, c'est-à-dire certaines récompenses une fois que les efforts sont fournis, quand ils ont la possibilité de patienter quelques instants avant d'avoir accès à cette récompense, à ce renforçateur. C'est intéressant aussi d'avoir un espace numérique pour diversifier bien les types d'activités pour un même objectif donné. Certaines classes se munissent d'un coin écoute, ce qui est pas mal non plus. Et il est intéressant d'avoir aussi des espaces où il est possible pour certains de s'isoler, de se replier, de se récupérer, d'être à l'abri des stimulations, ou d'autres au contraire pour pouvoir s'auto-stimuler de manière relativement raisonnée, raisonnable et contenue avec du matériel prévu à cet effet et un rythme d'accès à ce matériel pour cette dimension de stimulation d'intégration sensorielle. Est-ce que par rapport à ça, Madame Normand, vous voulez ajouter quelque chose? Ou quelqu'un d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à intervenir. Hein. Alors, c'est une grande Ouais. problématique. On essaye de la faire évoluer au mieux, mais après, on a des contraintes aussi matérielles et spatiales de la classe et de l'espace dans lequel on se trouve. Mais c'est vrai que les espaces, une fois bien repérés par les élèves, ça simplifie aussi beaucoup les choses et la coopération. Une fois qu'ils savent à quel endroit ils peuvent avoir accès à un espace de jeu symbolique ou un espace même ne serait-ce que de regroupement. C'est vrai que ce sont des lieux qui sont bien identifiés. Après, on aimerait pouvoir en créer d'autres, mais ce n'est pas toujours simple à mettre en place. Ça nécessite certaines Oui, flexibilités aussi au niveau voilà, de l'espace de la classe. oui, et alors une certaine flexibilité au niveau de l'espace de la classe et puis aussi une flexibilité de la part des enfants, c'est-à-dire qu'une multitude de coins va demander aussi de nombreux éléments de transition et il y a certains enfants pour qui ça va être compliqué dans les débuts et ça va impliquer du coup que l'environnement évolue aussi en fonction des individualités que l'on arrive à faire évoluer et du coup de l'effet de groupe que l'on arrive à petit faire émerger du fait de notamment la structuration du temps et on le verra sur l'axe de ritualisation. Mais ça, c'est un travail de très longue haleine. Hein. Alors, attendez, la diapo rebloque. Pouic, voilà, c'est bon. Et alors, du coup, ça va impliquer, donc là, j'ai mis un petit peu en fonction de ce qu'on repérait, ça va impliquer, plus on va diversifier les espaces, plus il va falloir, du coup, vraiment expliciter les règles de conduite à l'intérieur des espaces. On ne se comporte pas de la même manière dans le coin peinture que dans le coin bibliothèque. Il y a des espaces qui ne peuvent pas tolérer de porosité. On ne peut pas aller avec la peinture forcément en bibliothèque. Il y a des espaces que l'on sait être très rapidement saturés parce qu'ils sont très petits, donc il y a un nombre maximum d'enfants qui va pouvoir y avoir accès en même temps. Donc ça va nécessiter de vraiment être dans l'explicitation des règles qui permettront de donner du sens aux consignes, aux interdits, aux limites qui vont être formulées. Et surtout, c'est notamment l'image que je vous montre tout en bas à droite. Il va y avoir quand même aussi le souci, en plus de clarifier ce qui n'est pas permis de faire, de pouvoir clarifier ce qui est par contre permis et adapté de faire dans un espace dédié. Bien proposer une solution alternative. C'est un petit scénario, bon là c'est pas exactement ça, mais un petit scénario social notamment.
Alors, avançons. Et alors, cette remarque, elle est valable du coup aussi pour les espaces extérieurs. Donc là, on est dans le cas d'une grande section. Il se peut qu'il y ait besoin d'explicitation très claire, notamment des modalités de circulation dans les espaces. Ça peut être placer des panneaux interdits, ça peut être rappelé par des images ou même des phrases pour ceux qui ont accès à la lecture, ce qu'il est possible ou ce qu'il n'est pas possible de faire, ce qu'il doit être fait aussi, les espaces délimités avec les activités dédiées, etc. Ben, là, à gauche, c'est vrai qu'il manque la photo, c'est faire du vélo. Il y avait 2 espaces courts. C'était avant confinement, avant protocole sanitaire. Et enfin, la structure même de la journée d'école implique qu'il y ait de nombreux mouvements d'un espace à un autre, la cour, les toilettes, la cantine, la salle de classe, les couloirs. Donc il se peut que pour certains aussi, il faille rappeler les différents éléments de transit et les gestes, les attitudes, les moments de transition intermédiaires. Non, donc on a avancé sur les éléments de structuration de l'espace. On va pouvoir se concentrer sur tout ce qui est de l'ordre de la structuration du temps. Alors, il y a des fondamentaux qui sont vraiment propres à notre métier, que nos élèves aient des TSA ou pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une projection sur différentes échelles de temps et qui vont permettre, plus les échelles sont structurées, plus ça permettra d'avoir une clarté, une visibilité sur la manière d'accompagner au quotidien et surtout sur la manière de pouvoir transmettre les intentions pédagogiques, les objectifs pédagogiques aux accompagnants qui peuvent venir en appui dans la classe. AESH, certes, mais il peut y avoir aussi des éducateurs, des éducatrices notamment. Il est vraiment très important du coup de pouvoir communiquer cette structuration à ces différents partenaires, ne serait-ce que pour savoir comment harmoniser les pratiques et compléter les actions des uns et des autres, à la fois au bénéfice de l'enfant, mais aussi de la menée de classe dans son ensemble. Et alors par rapport à ça, Madame Normand nous a apporté des documents d'une remarquable clarté, avec là des exemples de planning, de période en fonction des emplois du temps individuels et surtout des prises en charge, qui est où, aussi bien enfant qu'adulte. C'est un premier niveau. Hop, il y a un petit temps de décalage entre les écrans. Au niveau des semainiers, de la même façon, les plages horaires d'activité et de présence, là on est dans le cadre de l'ULIS TSA en ULIS donc ou bien en inclusion, qui permet du coup d'affiner par un suivi d'apprentissage par objectif en fonction des domaines de compétences, avec des observables sur l'ensemble de la semaine. Et un document qui prévoit d'ores et déjà la possibilité d'annoter les éléments d'observation qui permettront du coup de croiser les regards, d'harmoniser les pratiques, d'évaluer le niveau d'acquisition et donc de permettre faire évoluer et les propositions pédagogiques, ajouter des variables, faire tomber certaines variables, ajouter des guidances, estomper certaines guidances, bien envisager de nouveaux objectifs d'apprentissage. Donc là, il y avait des exemples sur tout ce qui était maîtrise de la langue. Voici des exemples concernant les domaines mathématiques. Et vous remarquerez en bas qu'il y a aussi une part d'observation et d'évaluation concernant les temps de regroupement qui présentent une grande richesse au niveau des rituels. Plus on a des rituels, plus on va permettre d'avoir des imprégnations, des apprentissages par imprégnation de longue durée, et plus on va aussi pouvoir optimiser la possibilité de favoriser la mémorisation, des éléments d'expressivité, de compréhension et d'émergence d'interactions sociales. Madame Normand, est-ce que vous voulez compléter mon propos Oui, par rapport alors, à ce ce sont document? des outils qu'on a mis en place progressivement. Alors là, ce sont vraiment les outils pour
pour l'équipe qui favorise le repérage de chacun, chacune, sachant que en tant que coordonnatrice, je ne suis pas toujours sur la classe. Il arrive que soit j'accompagne une élève sur sa classe de référence, soit j'accompagne un élève du dispositif sur un autre lieu. Donc, c'est vraiment essentiel que chacune puisse savoir où il était, à quel moment, où se trouvaient les élèves, de vraiment coordonner tous les emplois du temps, d'où les différents tableaux aussi, parce que ce n'est pas forcément évident de tout centraliser sur un seul et même support. L'outil dans la classe, ce petit plan de travail, il est vraiment à destination des personnes qui accompagnent l'élève et il permet aussi de voir ce qui a été proposé à l'élève au fil de la journée, au fil de la semaine, s'il y a des compétences qui ont été plus ou moins travaillées. Mais c'est vraiment aussi de pouvoir très rapidement retrouver où on en est, et notamment dans le cadre où aussi les adultes qui s'occupent d'un élève qui l'accompagne peuvent être amenés à changer en fonction d'une absence, d'une modification dans l'emploi du temps, et de pouvoir tout de suite reprendre l'accompagnement de l'élève et être très au clair. Après, on a une structuration visuelle qui va être complémentaire et qui va être essentielle à l'élève, mais qui est vraiment destinée, qu'on va voir un petit peu plus loin avec des supports très, très visuels pour lui. Et ce petit plan de travail-là, je voulais vraiment expliciter qu'il était pour les adultes, pour les accompagnants, et qui me semblait vraiment essentiel pour que chacune puisse savoir où en est l'élève, comment il évolue. Et effectivement, moi, chaque semaine, ça me permet aussi de pouvoir réajuster, proposer des choses nouvelles ou simplifier lorsque c'est nécessaire. On réalise des petites réunions de coordination pour le moment une semaine sur 2, mais c'est vrai que c'est un outil supplémentaire pour créer du lien et de la coordination dans le suivi des élèves. Oui, tout à fait. Et puis, oui, c'est fondamental tout ce que vous avez souligné. Et ça permet aussi une plus grande essence dans l'échange avec les parents qui sont souvent en demande quant à savoir où en est l'enfant, comment ça se développe, du côté des mathématiques, du côté du langage. Ça permet d'avoir une vision à la fois globale et fine. C'est le genre de document qui peut en plus être excessivement précieux, à la fois pour remplir le GEVASCO et le MOPS par ailleurs. Oui, tout à fait. Ça permet d'avoir un suivi vraiment très précis et très régulier de l'évolution des élèves en termes d'apprentissage scolaire et même d'apprentissage de la posture d'élève, de comportement. Le petit encart de bilan, il permet aussi de noter si certains comportements sont apparus, à quel moment, de faire du lien après avec les familles, s'il y a eu un événement particulier, une éventuelle douleur qui aurait pu expliquer l'apparition de certains troubles du comportement, par exemple, ou une modification de l'attitude de l'élève au sein de la classe ou au sein de l'école. Oui, tout à fait. Et pendant que vous parliez, il m'est venu une précision à l'esprit, c'est que quand on voit ce type de document qui référence les objectifs d'apprentissage, ça permet de comprendre d'autant mieux l'importance et l'utilité de la structuration du matériel dont on parlait juste avant, avec une préparation assez millimétrée des quantités et de la disponibilité, de l'accessibilité. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, oui, est-ce que vous pourriez, Madame Normand, nous faire un tout petit commentaire sur la manière que vous avez eu de choisir vos objectifs d'apprentissage? Je m'explique. On parle souvent, dans le cadre des TSA, du fait de trouver un équilibre subtil entre les éléments maîtrisés par l'enfant et connus et les éléments de nouveauté. On parle en général d'un ratio de type 80% d'éléments connus et maîtrisés ou en cours de maîtrise et 20% de nouveautés. Est-ce que vous pourriez nous éclairer à ce niveau par rapport à ce tableau? Oui, tout à fait. Alors, le tableau n'est pas forcément représentatif dans le sens où il ne va pas y avoir sur ce petit plan de travail 80% d'activités maîtrisées, 20% d'activités nouvelles. Mais par contre, on communique très régulièrement et de manière justement assez précise sur les activités qui sont acquises par l'élève. Et on va pouvoir présenter, par exemple, à certains moments, une activité de graphisme très simple qui est maîtrisée, qui fait partie des 80%. Et à d'autres, on va introduire dans cette même activité quelque chose d'un peu plus compliqué, d'un peu plus millimétré. Alors là, ça n'apparaît pas de manière précise, mais sur les activités de discrimination visuelle, on a aussi différents degrés de difficulté
activités qui vont pouvoir être proposées à l'élève. Et l'équipe est vraiment très coordonnée sur ce que l'élève est capable de faire ou non. Il y a une grosse partie qui n'est pas du tout visible sur le tableau de travail d'organisation, de structuration de la classe, de présentation du matériel qui s'est faite vraiment au fil du temps, qui a beaucoup évolué depuis la rentrée de septembre. On a la chance d'avoir une équipe qui est quand même en place depuis le début de l'année. Donc maintenant, les supports, leur utilisation, le degré justement de complexification des supports est bien maîtrisé et connu par l'ensemble des professionnels qui interviennent auprès des élèves, qu'il s'agisse des éducatrices du CESAD ou des AESH. Effectivement, il est vraiment essentiel que l'élève soit très, très à l'aise sur la plupart des supports qui lui sont proposés. Généralement, maintenant, on va le voir, je pense, un peu plus loin, mais on est sur des séquences de quatre activités d'apprentissage et une pause pour les élèves. Sur ces 4 activités, on introduit une activité nouvelle ou plus difficile et 3 activités plus maîtrisées. On n'introduit pas 4 activités nouvelles ou demandant beaucoup d'efforts à l'élève, d'attention. Effectivement, ce ratio de 20%, 80% est extrêmement important à avoir à l'esprit pour favoriser la coopération, la motivation, le sentiment de réussite et éviter le rejet ou en tout cas le refus de l'élève, parce qu'ils sont extrêmement, alors tous les élèves le sont, mais encore plus dans ce contexte-là, très très sensibles à l'échec. Et le fait d'anticiper une difficulté peut vraiment générer des comportements problèmes, un échappement. Par rapport à ce que vous dites, je propose qu'on saute quelques diapos et on reviendra après en arrière pour justement aborder cette notion de motivation et de sensibilité face à l'échec, avec la notion de renforcement. C'est-à-dire que pour pouvoir favoriser l'émergence d'attitudes ou de coopération ou d'efforts dans la tâche, on va favoriser le fait de pouvoir renforcer, c'est-à-dire de pouvoir apporter une petite récompense. On parle alors de motivation extrinsèque. Et c'est fondamental, c'est comme une petite forme de contrat de confiance, hein. Il est fondamental de partir justement de ce que l'élève aime, de ce qui l'intéresse, et de ce qui le maîtrise, de ce qui va le mettre en facilité, de manière à lui donner envie de pouvoir poursuivre cette coopération. Voilà. Il existe différentes sortes de renforçateurs, des renforçateurs alimentaires, donc beaucoup plus sensoriels pour les enfants qui ont besoin de forte stimulation, qui peuvent progressivement évoluer en complexité sur le plan des renforçateurs comportementaux, matériels et sociaux, type gratification, encouragement, etc. Avant que je montre des exemples, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus, Madame Normand? Non, tout à fait. Alors, juste pour préciser, peut-être les renforçateurs alimentaires ne sont vraiment utilisés que dans des cas très, très… Alors, ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été nécessaire au sein de l'ULIS TSA, mais pour avoir travaillé dans des structures comme les IME, il y a des enfants pour lesquels il est très, très difficile de trouver une motivation. Et l'apprentissage visé peut être de nature extrêmement forte, c'est-à-dire que ça peut être vraiment sur de la sécurité, apprendre à un enfant à ne pas traverser la route à n'importe quel moment, ou des choses de l'ordre d'apprendre la propreté, des choses comme ça. Enfin, ce sont des renforçateurs assez particuliers qu'on utilise vraiment quand on ne trouve pas d'autres motivations, d'autres centres d'intérêt. Par contre, les renforçateurs sensoriels sont très forts et très intéressants pour les élèves que l'on suit. Et effectivement, l'idée, c'est d'évoluer aussi, de faire évoluer les renforçateurs vers quelque chose de plus en plus estompé et facile et naturel, comme les renforçateurs sociaux, les encouragements, les sourires, des petits supports comme des petits tampons qu'on va utiliser pour d'autres élèves. Je pense à un élève qui maintenant est très renforcé par un petit smiley, soit sous forme de tampon, soit sous forme de gommette. L'idée, c'est de les faire aussi évoluer, de les enrichir. On utilise des tableaux de choix qui rassemblent toutes les choses que l'élève aime faire et qui ont, depuis le début de l'année, beaucoup évolué, se sont vraiment beaucoup étoffés. On est parti de petits supports avec très peu d'images. Ah bah voilà, celui qui est tout en bas à droite, sur lequel nous n'avons plus de place. Et que nous avons dû vraiment agrandir, étoffer, parce que les centres d'intérêt de l'élève ont aussi beaucoup évolué au fil du temps. Et ça, c'est très positif. Oui.
Et alors du coup, j'avais plusieurs remarques par rapport à ça. C'est que lorsque l'enfant a pu fournir, 1 effort, 2 efforts, 3 efforts, 4 efforts, 5 efforts, ça dépend le nombre de mobilisations, de propositions qu'on lui fournit, il peut avoir accès à son renforçateur. Mais il peut être important de garder à l'esprit que l'accès à au renforçateur n'est pas illimité. Il va y avoir besoin de, le rationner à un certain moment et de rendre explicite cette durée. Et à ce niveau-là, le timer peut être d'une aide précieuse pour vraiment signifier la fin de cette pause, appelons cela comme ça, et le temps de remobilisation sur l'activité qui suit. Il peut y avoir, pour regarder cet élément de motivation, donc plusieurs formats, hein, d'économie de jetons. Il peut y avoir aussi pour certains enfants le fait que, il y ait des panneaux de choix, certes pour le renforçateur, je fais ce que je veux, mais aussi pour le travail. L'adulte prépare un panel d'activités, c'est pour ceux qui ont plus de difficultés à coopérer, et l'enfant choisit les activités par lesquelles il veut peut-être commencer, ou il y a un choix alterné enfant adulte. C'est pour faciliter la mise au travail. Enfin, j'avais une question, Madame Normand, concernant justement le tableau en bas à droite. Donc, on voit vraiment le tableau vert avec cette multitude de choix de renforçateurs, avec un immense sourire et mettre 2 pouces en l'air. Et puis, on voit sur la droite un panneau d'une autre couleur avec un smiley qui a l'air un tout petit peu moins heureux. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre ces 2 supports? Oui, tout à fait. Alors, il s'agit là vraiment de différencier, le la qualité entre pas la qualité, mais en tout cas, le renforçateur obtenu après la séance de travail en fonction du comportement. On a, un certain nombre d'élèves qui ont des difficultés, qui ont eu en tout cas en début d'année des difficultés à entrer dans la posture d'élève, à venir se mettre à table, à rester assis le temps d'une activité, dans un premier temps, puis 2, puis monter progressivement. Et là, il s'agit vraiment de rendre très explicite, alors c'est pour un élève qui est non-verbal et qui comprend difficilement le langage oral, d'où l'utilisation des pictogrammes. Après, ça peut se faire à l'oral avec un élève qui aurait la capacité de le comprendre, mais on encourage sa posture d'élève assis à table. On associe à un picto qui l'identifie bien comme une émotion positive à une posture d'échappement ou d'opposition. C'est-à-dire que dans tous les cas, l'élève, une fois qu'il aura réalisé sa séquence d'apprentissage, aura une pause. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais un élève, c'est indispensable. Mmh. Par contre, le choix est moins motivant pour lui, moins encourageant. C'est-à-dire que la fois suivante, ce tableau de renforçateur, on lui présente systématiquement le tableau vert. Alors, même si maintenant, ça a un peu évolué, on utilise plus forcément nécessairement le second. D'ailleurs, on l'avait réalisé pour plusieurs élèves, on en a désormais quasiment plus besoin. Ça sert vraiment de rappel de ce qui est attendu de sa posture durant les séances d'apprentissage. Et le tableau de choix est forcément moins motivant en bas à droite, le petit tableau orange. Pour lui, c'est vraiment d'associer le comportement qu'il peut adopter à la quantité de choix qu'il peut avoir et la qualité pour lui à son niveau par rapport à ses centres d'intérêt. Ce sont des choses qu'il aime, ce sont des activités sensorielles, la lecture, des choses qu'il apprécie, mais qui sont beaucoup moins fortes et de fait visuellement beaucoup moins variées, ce qui va l'encourager à adopter un comportement, une attitude beaucoup plus positive et beaucoup plus propice aux apprentissages. Je ne sais pas si j'ai été très claire, n'hésitez pas à me le dire. Pour ma part, particulièrement clair, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou des remarques? Bon, alors poursuivons. Je regarde un peu où on en est. Donc voilà, c'était parfait, cette remarque que vous aviez faite tout à l'heure. Ça nous a permis de faire un crochet et d'approfondir votre propos. Avançons. Alors, j'avais ce petit exemple-là qui était la proposition d'une autre enseignante sur une ULIS à Nice. Alors, on voit que là, ce n'est pas une structuration à la semaine, c'est parce que tout le monde n'arrive pas forcément tout de suite à ce niveau de structuration et d'évaluation des apprentissages, mais il peut y avoir un premier palier de tentative de structuration transmis à l'AESH avec la même idée de cibler le matériel pour qu'il soit vraiment proche et de bien rappeler à chaque fois les éléments de renforcement. Voilà.
Si on fait ça un petit peu au pas de course maintenant, donc cette question de la structuration du temps, elle est fondamentale pour tous les enfants. On voit très régulièrement dans les classes un souci porté à l'explicitation du déroulé de journée, c'est-à-dire que l'accès au concept d'espace-temps, c'était quelque chose d'une extrême complexité, hein, et surtout quand il y a un important effet de dégroupement si on fonctionne par exemple en atelier. Mais pour les cas des enfants avec TSA, il se peut et il est généralement nécessaire d'être encore plus explicite dans les éléments de structuration visuelle, et ce sur différents niveaux. Pour les enfants qui ont les plus avancés, dirais-je, au niveau de leur construction spatio-temporelle et de leur repérage, on peut partir sur l'idée d'un semainier où sont récapitulés les, les plages d'activité ou les lieux du moins où il devra se trouver, avec ici notamment les accompagnants qui servent de repères. Pour certains, on ne peut pas aller jusqu'à ce niveau complexe d'explicitation, et il va pouvoir être nécessaire, là c'est des supports qui ont été mis à disposition au niveau de l'UEMA des Orchidées par Madame Charbet et son équipe de collaborateurs. Il y a des enfants qui vont avoir besoin de supports plus modestes. On voit ici sur des demi-journées et on voit qu'il y a une certaine diversification des propositions. Certains vont avoir des images, des photographies de leurs accompagnants, d'autres commencent déjà à avoir des photographies d'espace ou bien d'objets. Là, on voit notamment le temps de la collation. Et il y a ici aussi une réflexion, une ergonomie, une économie de gestes dans la préparation du matériel. On voit que dans le casier de chaque enfant, il y a une pochette à disposition avec déjà préparé toutes les demi-journées. Mais ça laisse la place à une certaine souplesse dans la mesure où tout est à scratch, donc il peut y avoir un étiquetage mobile en fonction des aléas et de la prévisibilité qu'il y a tout de même à fournir à l'enfant sur ce changement dans son emploi du temps. Voilà, il y a quelques autres exemples. Alors, dans les cas d'enfants qui ne seraient pas encore entrés dans la possibilité de reconnaître les photographies, voire les pictogrammes, il se peut qu'il y ait besoin d'en passer au début par les objets. Soit en présentation directe, c'est ce qu'on voit en bas à droite, là c'était un petit enfant, là il y avait carrément une réflexion d'itinérance, il passait d'une table à l'autre pour son activité avant d'arriver au renforçateur. Certains, il peut y avoir un déroulé de journée avec les objets de cette façon. Voilà, je vous ai quelques autres exemples encore, où là, il y a vraiment une épure, où l'idée est de pouvoir... Bon, je suis désolée, quand j'ai pris la photo, il y avait le scotch, je ne me suis pas aperçue sur le moment. Voilà, là, c'est vraiment des temps très courts qu'on va expliciter. Questions, rebonds, commentaires par rapport à ce qu'on vient de voir? Oui, des photos et des pictos, bon, ok. Avançons. Donc, on avait vu déjà cette importance de présenter des séquentiels d'action. Donc, hop, moi, ce que j'aimerais aussi voir avec vous, là, faire un focus sur la dimension de rituel, leur aspect fondamental, qui permettent d'anticiper, de ponctuer les grandes transitions de la journée. Ça permet de favoriser la constitution de repères internes, de permettre à l'enfant d'être acteur de chaque instant de sa journée le plus sereinement possible. Ça lui permet de se constituer aussi une expérience propre sur ces temps où il est peut-être moins en mobilisation individuelle et d'être en mesure d'imiter ce qu'il observe, mais aussi de répéter ce qu'il a déjà exploré. Et ce qu'on va vraiment viser là au niveau de cette ritualisation de certains temps, ça va être à la fois de favoriser l'anticipation et la régulation émotionnelle, parce que passer tout le temps d'un espace à un autre, d'une mobilisation à un autre, c'est pas toujours confortable. Il faut pouvoir prendre le temps de se poser avant de passer dans certains espaces ou dans certains nouveaux types d'activités. Et ça permet de construire un sentiment de compétence et aussi une culture commune qui va permettre de nourrir les voies d'accès vers la construction de groupe. Ça répond enfin à des besoins fondamentaux qui concernent tout enfant, tout individu, avec ou sans TSA, et qui sont notamment le besoin de sécurité, savoir ce qui va se passer, quand, comment et quoi faire à ce moment-là.
Ça fait partie des éléments de structuration affective et cognitive incontournables. Le besoin d'appartenance, c'est-à-dire que pouvoir à un moment donné être autre chose qu'un être juxtaposé à d'autres et intégrer un groupe et tout ce que ça implique en termes d'affinité et de complicité, c'est nécessaire, c'est très important en termes de développement psycho-affectif et même langagier par ailleurs et social. Et ça permet par ailleurs de renforcer le besoin d'estime de soi du fait de tous les éléments qu'on a vus ensemble. Quelques exemples d'une extrême richesse. Alors, je vous laisserai le temps de lire tranquillement hein, tous les exemples de rituels listés lorsque le support sera en ligne d'ici une quinzaine de jours, dans la colonne de se former sur le Padlet pour la séquence radotage. Donc, on va choisir les rituels en fonction des besoins qu'on va observer des enfants. Est-ce que ça va être plutôt propice à poser des chansons pour apaiser, plutôt propice à proposer un axe psychomoteur pour répondre à la fois aux besoins de mouvement, mais en même temps canaliser le risque d'excitation, etc. Je voulais faire un point sur l'extrême richesse de ces temps de rituels qui permettent à la fois de répondre aux besoins de certains enfants quant à leur centre d'intérêt et en même temps d'ouvrir leur champ d'exploration. Nous avons ici plusieurs photographies, certaines venant de l'UEMA. Nous voyons Madame Charbet qui présente les supports qu'elle propose sur les temps de rituels avec l'affichage des chansons. Là, ça concernait l'ULIS dans laquelle je travaillais avant, qui était la présentation des paroles pour ceux qui avaient déjà accès à la lecture et de marionnettes pour illustrer les temps de chansons pour ceux qui avaient le moins accès au langage et pour qui être dans un temps d'oral plus ou moins long relevait vraiment de l'ordre du défi. Nous avons ici un tablier de compte, des exemples de tabliers de compte que l'on peut trouver au sein de l'ULIS TSA et des exemples de supports de médiation et de narration en volume. Je vous en ai apporté... Ah, mais qu'est-ce que je fais? Je me trompe de bouton, pardon. Je vous en ai apporté quelques autres. En volume, ce sont des supports présentés par Madame Noël, d'accord, qui sont très intéressants, qui s'appuient sur la littérature de jeunesse. Ici, un exemple de support de narration. Alors, deux versants, la version de réalisation facile, juste en feutrine avec quelques points de couture, les reproductions d'images plastifiées, et là, la version ergonomique point 2, avec le rangement compris dans chaque page pour faciliter la manipulation. Voilà, et là, on voit ici que c'est un temps de rituel de fin de journée, c'est-à-dire que c'est un rituel, ici la lecture est faite doublement en français et en anglais, la petite chenille qui faisait des trous, avec un tour de responsabilité pour clôturer la journée sur des éléments d'une grande familiarité, puisque la journée se termine toujours de la même manière dans ce cas présent. Voilà. D'autres exemples qui concernent plutôt l'ouverture et qui concernent la différenciation à l'intérieur du grand groupe classe. Ici, on est dans une classe de CP, on voit le coin de rituel du matin, donc, qui est d'une extrême richesse, et on est dans le cas d'un petit enfant donc, qui découvre, qui fait ses premiers pas dans le grand groupe classe. Il est jusqu'à maintenant beaucoup resté au sein de l'ULIS, et il a cette particularité d'être très sensible au niveau tactile, être en rapprochement direct avec ses petits camarades dans un espace réduit, c'est quelque chose qui le met en très grande difficulté. Donc, il a été pris le parti de pouvoir lui laisser accès à la table, à une autre table de la classe, une grande table, où il peut reproduire l'activité à l'identique à l'aide d'un ou de deux petits pairs qui sont ciblés et pour lequel, ici, on voit tous les déroulés d'activités avec en haut à chaque fois le nom du camarade qui va passer de manière à assurer le tour de rôle. Parce qu'on s'était aperçu qu'il voulait tout faire. Par contre, quand on mettait le nom du camarade et de ce qu'il devait faire, et lui compris, il s'y tenait. Voilà. Donc à chaque fois, essayer de mobiliser l'action du corps, la manipulation pour ceux qui sont le plus en difficulté au niveau des temps d'oral. Ici, c'est au moment de l'appel, l'enfant avait beaucoup de mal à pouvoir patienter, donc il avait la possibilité de reconstituer le loto de ses camarades. Alors, il ne faisait pas tous les camarades au début, mais c'était un bon moyen
à la fois l'aider à intégrer le groupe, repérer ses pairs et en même temps pouvoir participer à ce temps à part entière. Voilà. 32, on va faire un petit sprint présentation de matériel. Ça va, il y a des remarques par rapport à tout ce qui vient d'être dit, présenté. Madame Charbet, j'ai vu que vous étiez connectée par rapport à ces présentations. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Bah, je pense que vous avez déjà bien, bien brossé le tableau, vous avez tout bien expliqué, donc non, parfait, parfait au Et, niveau des rituels. et alors, De du con- coup, le fait de vous entendre me fait penser à une discussion qu'on a eue dernièrement, vous savez, par rapport au tour de responsabilité. Oui, tout à fait, ouais, Donc, tout exprès, là, je vous ai mis des exemples de photos. j'ai vu. Donc Là, je vous vais avez aller la voir. Ouais. Là, vous avez la roue qui tourne avec les rituels fixes, mais ça a la caractéristique de... enfin, c'est particulier, c'est figé du coup. À chaque fois, tout le monde doit s'y coller, chacun son tour. Là, c'est plus intéressant, c'est les enfants qui constituent socle fixe et hop, c'est les responsabilités qu'on positionne en fonction de leurs aptitudes ou des moments de la semaine et de leur présence. Je suis désolée, j'ai appuyé en même temps, j'ai tout fait sauter. Désolée. Et voilà. Et là, c'est les prénoms qui bougent et les responsabilités qui sont fixes. Voilà, voilà. Merci. Oh bah, avec plaisir. Hop, apprentissage par compétences et aménagement. Donc, comme je vous ai dit, on ne va pas rentrer dans des sommes de détails, hein. On va essayer de vous donner des pistes et surtout des supports d'inspiration. Donc déjà, premier principe, structuration d'activité. Faire en sorte de pouvoir les rendre les plus attrayantes possibles. On a parlé tout à l'heure du fait que les centres d'intérêt étaient une porte d'entrée extrêmement intéressante. Certains, on verra, ce sont les voitures, d'autres les trains, d'autres les animaux. Il ne faut pas se priver de ces zones de compétences et d'intérêt qu'on repère chez l'enfant. On a parlé tout à l'heure de l'importance d'alterner activités faciles et en cours d'acquisition en essayant tant bien que mal de respecter un principe du type 80-20% de connus et de nouveautés. Proposer des activités pour commencer extrêmement courtes. On voit dans la première colonne que je vous montre que là, il est juste demandé d'encastrer un seul élément. Et petit à petit, on va faire tomber des variables pour faire en sorte que l'activité se réalise de manière plus autonome et qu'elle soit allongée. On va favoriser fortement l'ergonomie avec des guidances visuelles et pour petit à petit faire en sorte qu'il y ait moins de supports d'imitation, de reproduction et que la construction puisse être plus autonome. Voilà. Et toujours renforcer pour pouvoir passer, avant de pouvoir passer à la prochaine étape. C'est-à-dire qu'on va de la simplification de la proposition jusqu'à sa complexification très progressivement. Et on va commencer par s'appuyer sur les compétences visuelles des enfants avec autisme et on va surtout commencer par faire en sorte de les renforcer. Donc, on va partir sur tout un axe de discrimination et d'appariement. Je n'ai pas apporté une multitude d'exemples là, et pouvoir faire en sorte petit à petit ensuite de rentrer dans des éléments de catégorisation, créer des catégories mentales, des catégories sémantiques, des catégories visuelles qui vont permettre de construire des prérequis d'apprentissage, des prérequis scolaires et faciliter la suite des objectifs de travail. Par rapport à ça, est-ce que, du coup, Madame Normand et ou Madame Charbet souhaitaient intervenir? Alors, nous, en ce qui nous concerne, c'est vrai que c'est une compétence, ce sont des compétences que l'on travaille beaucoup avec tous les élèves, quel que soit leur niveau de compétences d'apprentissage. Les supports sont différents, mais par exemple, cet élève qui est en photo, c'est un élève qui est vraiment dans le tout début des apprentissages de type préscolaire et c'est un support qui est extrêmement intéressant que l'on avait pas en tout début d'année, que l'on a créé progressivement et qui nous a permis aussi de lui permettre de nous apercevoir qu'il discriminait bien et de pouvoir mettre en place un système de communication et notamment de pouvoir réaliser des demandes. C'était un élève en début d'année qui ne regardait pas les images qu'on lui proposait, donc il n'avait aucun système de communication. Et en cherchant des supports, notamment des supports de tri, on a commencé par des tris d'objets, des tris de
couleurs, on s'est rendu compte qu'il était capable de discriminer des images qui n'étaient pas strictement identiques, mais qui étaient rattachées à une catégorie. Et on a pu développer aussi un système de communication par demande, par pictogramme ou par photo. C'est vraiment essentiel. Pour d'autres élèves, ces capacités visuelles, elles vont servir d'appui pour la lecture, la reconnaissance des lettres dans un premier temps, puis de syllabes, voire de mots. Tout dépend du niveau des élèves, mais ce sont vraiment des outils très riches et très importants, très intéressants. Oui, et alors je voulais sauter pour vous montrer parce que je n'ai pas mis une grosse quantité d'exemples sur tout ce qui était discrimination visuelle, etc. Parce que je voulais qu'on puisse aller relativement vite, mais ce que je propose, c'est de compléter quelques diapositives avec plus de support. Et là, pour rebondir sur ce dont parlait Madame Normand, c'est vrai que ces éléments de discrimination visuelle vont être absolument fondamentaux. C'est-à-dire que pour certains, au début, il va falloir s'assurer qu'ils arrivent à associer des objets identiques et puis qu'ils arrivent à associer des objets qui sont un peu différents mais qui représentent la même catégorie. Par exemple, là, on est sur le cheval. Il va falloir favoriser tout ce qui est appariement. Pour petit à petit, j'ai essayé de vous montrer comme ça la logique des complexités qui vont pouvoir défiler au fil des mois et des années, arriver en effet jusqu'à la discrimination des mots et des lettres et l'entrée dans la syllabique. Voilà, c'est une petite image en accéléré finalement de tout ce que vient de formuler Madame Normand. Voyons voir. Où est-ce qu'on en était? Oui, donc par rapport aux repères visuels, hop, ça va fortement nous aider du coup à rentrer dans tout ce qui est maîtrise de la langue orale et maîtrise de la langue écrite, que ce soit au niveau des consignes intermédiaires et que ce soit au niveau des consignes typiques que l'on peut trouver lors des activités scolaires. Donc là, on a des exemples de supports qu'on trouve à l'USTSA. Je vais vous donner des exemples qu'on peut trouver dans certaines autres classes. Là, on voit que le petit garçon a encore besoin d'un système de renforçateur qui est quand même plus souple. Il a moins accès à des... Il est plus maintenant sur des renforcements de type sociaux, mais il a quand même besoin à chaque fois d'avoir comme un petit tampon, un petit smiley pour le renforcer dans les sous-étapes qui concernent en fait toutes les différentes consignes et sous-consignes qui permettent de travailler dans son fichier. Hop. Si maintenant, on se focalise sur la maîtrise de la langue orale versant expressif. Madame Normand nous expliquait que s'appuyer sur un fort axe de consolidation de la discrimination visuelle permettait de repérer très rapidement, enfin plus ou moins rapidement, c'est pas très rapidement, si on pouvait basculer sur un système de communication alternative augmentée, c'est-à-dire enrichir les tentatives de communication d'image, de recours à l'image, ou bien de recours au geste. C'est-à-dire que là, on a l'exemple d'un enfant pour qui le recours à l'image est possible pour notamment exprimer des demandes. Là, on voit qu'il y a une alternance entre les images et les gestes. Est-ce que vous voulez compléter, Madame Normand? Oui, tout à fait. C'est un élève dont vraiment la compréhension de l'oral est très, très difficile, mais qui, par contre, progressivement commence à utiliser des signes, voire utiliser le langage oral, mais en soutien, en appui de ces pictogrammes qui ont été proposés et qui sont, en fait, qui font partie de son temps d'apprentissage quotidien et qui lui permettent maintenant de comprendre l'ensemble des mots qui correspondent aux actions ou aux items qui sont présentés là sur ce petit tableau. Et c'est vraiment un travail de longue haleine qui a été proposé chaque jour, plusieurs fois par jour, et qui est pour lui vraiment salvateur dans sa communication, dans sa capacité à comprendre et à exprimer. C'est vraiment sur les deux versants. On le travaille à la fois sur le fait, nous, de proposer le site dans un premier temps sur le verbal, dans un second quand c'est possible, et lui, trouver l'item correspondant, et à l'inverse, pouvoir lui-même exprimer à partir de ces supports-là ce dont il a besoin, ce dont il a envie, ce qu'il a compris. Et c'est extrêmement, ça paraît tout petit, mais c'est extrêmement important dans la communication et la compréhension des élèves. Tout à fait. Oui, oui, cette dimension d'expression et de compréhension des besoins, notamment par l'outillage
visuel va permettre petit à petit à diversifier du coup les fonctions du langage, je dirais, et diversifier les réservoirs lexicaux et les types de demandes ou les types d'usage de la langue. C'est ce qui fait que progressivement, on va pouvoir enrichir le vocabulaire qui vont pouvoir vraiment du simple mot, image, demande, rentrer dans des éléments phrases et on voit tout de suite, si au début on travaille qu'avec l'image, comment cela peut permettre de constituer une passerelle vers la construction de l'écrit à un moment donné, lorsqu'on a pu en poser les prérequis et c'est ce que nous nous apprêtons à voir. Donc on a déjà travaillé sur on a déjà évoqué cette diapo où on voit qu'il y a une progressivité de relativement longue haleine avec une importance, quelque chose de très important à garder à l'esprit, à savoir qu'on dit souvent des enfants avec TSA qu'ils sont des penseurs visuels et du coup, leur entrée dans la langue écrite va parfois être pour nous un peu contre-intuitive, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à favoriser de manière générale dans l'enseignement l'entrée phonologique, mais en réalité, pour eux, il va falloir plutôt favoriser en première instance une entrée plutôt globale dans la lecture. Et là, on voit par exemple sur la droite un panneau de reconnaissance, donc image mot, signifiant signifié, à partir des centres d'intérêt de l'enfant. Et une fois que ça c'est bien posé, ça peut permettre d'élargir les réservoirs lexicaux, en fonction notamment, par exemple, pourquoi pas, des rituels et des histoires et des chansons auxquelles les enfants sont exposés. Et ça va permettre ensuite de travailler les autres unités de la langue. Là, on a l'unité lettres. Donc, à chaque fois, je montre des exemples qui sont variés pour montrer que, OK, l'enfant sait construire le mot avec un petit support et ses petits cartons de lettres, mais il va falloir s'assurer qu'il puisse le faire sur d'autres supports d'activité, c'est-à-dire qu'il puisse généraliser cette compétence et que lorsqu'il saura le faire sur les différents types de supports, ça sera l'indice que les choses sont effectivement bien intégrées et acquises. Voilà, autre exemple de support d'apprentissage à la lecture. Là, on est sur l'imprégnation syllabique. On est sur un centre d'intérêt fort. Et ici, on est sur le travail, sur la construction de l'unité phrase, qui va pouvoir être permise notamment, à un moment donné, par le fait de constituer des banques de mots, des lexiquiers. Et ça va permettre aussi, une fois que tout ça est construit, de pouvoir entrer dans des éléments de différenciation pédagogique sur le retour vers le groupe classe. Là, le petit enfant que je vous montrais tout à l'heure qui mettait ses petits smileys en dessous des petites sous-activités qu'il avait réalisées dans son fichier, eh bien lui, il est rentré dans la dictée par ce système de mots étiquettes en fait. Il travaillait sur un système de reconnaissance et de copie avant de pouvoir rentrer dans le fait de pouvoir écrire lui-même sa dictée. Est-ce que vous souhaitez rebondir par rapport à ce qu'on vient de voir, Madame Normand? Alors, juste par rapport au petit classeur qui est présenté, c'était un élève qui, à son entrée dans l'UDIS, avait très, très peu de lexique, de vocabulaire, qui avait de grosses, grosses difficultés de compréhension. Et cet outil-là, le fait de constituer un petit classeur, de travailler en même temps sur l'ordre alphabétique, lui a permis vraiment d'élargir sa compréhension et de construire lui-même. Alors, c'est associé à d'autres outils qui ne sont pas tous visibles, mais c'est vrai que ça a été une étape très, très motivante. Aujourd'hui, il n'a plus besoin de cet appui-là, mais sur les premiers mois du suivi sur le LIS TSA, ça l'a vraiment soutenu dans la compréhension et l'expression. Son expression qui, au départ, était vraiment très, très peu présente, très limitée. C'est un outil qui a fonctionné pour lui, qui peut ne pas fonctionner pour d'autres élèves qu'on a vraiment construit pour lui, mais ça faisait partie également de ces petits rituels quotidiens. Ce sont des mots que l'on avait découverts à travers des histoires, différents supports, des comptines, qui ne viennent pas de nulle part, qui sont vraiment associés à des choses qui ont été travaillées ou découvertes en classe, mais qui ont vraiment permis de mieux comprendre de quoi on parlait, de faire des correspondances entre ce qu'il avait compris et ce qu'il pouvait
percevoir sur l'image. On a vu, par exemple, qu'on s'est rendu compte qu'aller dans les bois, le bois, pour lui, ça n'avait pas le sens de la forêt. Il n'avait pas acquis ce concept-là. Donc, voilà, ça a vraiment permis de renforcer sa compréhension et de rentrer dans des constructions de phrases, dans un travail sur l'étude de la langue beaucoup plus approfondi désormais. Ok, je vous remercie. Alors oui, justement, parfait, tremplin parfait, je vous remercie, Madame Normand. Justement, concernant l'entrée dans l'étude de la langue, là, on est dans la construction de phrases, mais on voit bien en réalité qu'on a ici affaire à des catégories syntaxiques pour pouvoir construire la phrase. On est aussi dans l'abord de la fonction, avec sujet, verbe et les compléments. Complément d'objet direct, complément circonstanciel. Voilà, c'est un support qui permet d'aborder ça par imprégnation avant d'arriver à son explicitation. Et ça peut poursuivre, son usage peut être poursuivi même après explicitation, même en cours d'explicitation. Si il est nécessaire de rentrer dans la phonologie, tiens, j'ai fait un doublon, image, il est important de pouvoir aussi en passer par des phases assez ludiques qui permettent de favoriser la manipulation. Donc là, je vous ai montré quelques exemples. Je me demande pourquoi. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Ok. Je ne reconnaissais pas la diapo, mais je comprends mieux. Je vais montrer quelques exemples qui permettent de diversifier les supports pour des objectifs communs. Et ici, on voit un exemple de travail phonologique, de travail sur la combinatoire, à partir notamment, je crois, du centre d'intérêt d'un enfant pour les voitures. C'est ça, Madame Normand? Oui, de plusieurs élèves d'ailleurs, ce support convient et intéresse plusieurs élèves. Oui. Le fait de déplacer la petite voiture, d'avoir aussi une entrée kinesthésique mobile, de pouvoir manipuler sa petite voiture et de comprendre que les lettres se rencontrent pour créer un son, ça a vraiment été une accroche intéressante. Merci beaucoup. Tac. De la même façon, quand on va vouloir rentrer dans le nombre, il va être intéressant de pouvoir à la fois utiliser les centres d'intérêt, réutiliser peut-être aussi certains supports connus pour travailler d'autres compétences, réutiliser éventuellement des éléments de langage qui sont maîtrisés, qui ont été vus dans le cadre des discriminations visuelles, de la généralisation, de la langue écrite, pour venir consolider tous les axes de la construction du nombre, que ce soit l'aspect ordinal, que ce soit l'aspect identification de ces différentes écritures, que ce soit l'aspect quantité, que ce soit l'aspect, j'ai un mot qui m'échappe, donc il y a la quantité quand elle est associée à la longueur, ordre de grandeur, voilà, pardon, c'est l'ordre de grandeur. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions par rapport à ça? Donc là, vous voyez, on diversifie vraiment les supports d'activité. Ça peut être une même compétence travaillée de différentes façons. Oui, là, l'exemple que je vous ai donné, c'est les boîtes à compter de Nathan, que je trouve assez remarquable, et c'est des systèmes, systèmes coût zéro, voilà, où on peut travailler différents modèles à intercaler derrière. C'est tout bête, ça se fait avec une boîte Caprice des dieux, ça coûte rien. Voilà. Et voilà, en substance, l'ensemble des éléments que je voulais commencer à aborder avec vous. Si on doit pouvoir se rencontrer l'année prochaine pour approfondir, ça sera avec grand plaisir. On a avancé au pas de course. Il est 18h50. On a finalisé l'ensemble des éléments prioritaires que je voulais partager avec vous. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des demandes que vous souhaiteriez adresser avant que nous ne nous quittions? Je regarde. Bon. Madame Normand, est-ce que vous souhaitez ajouter un mot de la fin? Pas particulièrement, merci. Merci pour ce partage. Il y a autant à apprendre qu'à apporter. Un immense merci.
Immense merci à vous pour la richesse de vos éclairages et puis pour votre générosité de partage, surtout parce qu'il y a de très nombreux supports que vous avez mis à la disposition de nombreux enseignants. Parmi les Avec enseignants, plaisir. merci, partagez à mon avis. Parmi les enseignants de classe de référence ou bien extérieurs au Chalet des Roses, est-ce qu'il y a un commentaire, une remarque, une question? Moi, j'ai une question. Oui, Je démarre l'année prochaine, normalement, à Henri Vallon. C'est oui. une ouverture de classe et je me demandais au niveau du matériel de base à avoir en classe pour les apprentissages. Je pensais à des jetons, les boîtes à compter comme vous nous avez présenté, mais qu'est-ce qui peut être essentiel au niveau de la manipulation à avoir en classe avec eux? Oui, Vous oui, voyez c'est un une peu bonne presque. question, hein. Il va y avoir, normalement, on se rencontre, Madame Campana mardi, on va pouvoir creuser ça dans le détail, mais il va y avoir beaucoup de matériel de type sensoriel, de matériel aussi de type vie pratique et transvasement, beaucoup de matériel qui vont permettre de favoriser et de développer tout ce qui est coordination œil-main, coordination des deux mains. Ça semble déjà un gros wagon de départ absolument incontournable pour D'accord, commencer. OK. Voilà, et après, vous avez quelques exemples là de poursuite de propositions d'activités. Madame Charbet, Madame Normand, par rapport à la question de Madame Campana, est-ce que vous souhaiteriez compléter, renchérir? Alors, je dirais qu'il n'y a pas forcément de liste préétablie. Ce qui est assez à la fois intéressant et pas forcément toujours très simple, c'est qu'il y a beaucoup de choses à créer, beaucoup de supports à adapter, parce que ce sont vraiment des élèves qui ont des intérêts très, très particuliers pour certains, parfois très restreints. Le matériel de manipulation, c'est vraiment indispensable, tout ce qui est cubes, jetons, pour rentrer vraiment, je pense par exemple au champ de la numération. Après, tout dépend, ça va aussi dépendre des élèves que vous accueillez, du niveau de compétences qu'ils ont atteint ou non. Mais c'est vrai que nous, dans la classe, il y a énormément de supports que l'on a créés par rapport au profil des élèves, vraiment se basant sur leurs intérêts. Donc, c'est pas forcément simple quand on arrive et qu'on ne connaît pas les élèves de faire une liste exhaustive. Après, moi, je suis OK pour qu'on en échange, il n'y a pas de souci. S'il y a des supports qui peuvent vous être utiles, on pourra se prendre contact et puis en échanger ultérieurement si ça vous convient. Tout à fait, merci beaucoup. Merci. Non, mais à cet effet, du coup, je remets les coordonnées des unes et des autres. Voilà. Bon, bah écoutez, un très grand merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite une excellente soirée. Je reste à votre disposition en cas de besoin. Et je vous souhaite un tout aussi bon week-end. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous. Merci, bonne Merci soirée. beaucoup. Au Madame revoir. Muller, Oui, soirée. oui, je vous en prie, Madame, par Madame Campana, pardon. rapport à mardi, Oui, il y a possibilité que je ne sois pas là, j'ai peut-être un cours, parce que si je me rappelle bien, c'était 11h, oui, le rendez-vous. 11h30. J'arrive vers 11h30 midi, Ouais. je sors de SS. Il faut que je vérifie, mais je crois que normalement j'ai cours pour le moment. Donc j'enverrai un mail de confirmation si je peux être là ou pas. Oui, mais écoutez, ne vous inquiétez pas, on va bien avancer, je pense, sur tout ce qui est projection de rentrée de formation avec Madame Guérin et Monsieur Marie. On vous tiendra au courant de ce qui s'est dit. Je pourrais prendre des notes pour vous envoyer l'ordre du jour si vous voulez, un petit compte rendu. D'accord. On aura l'occasion de se poser pour pouvoir discuter en détail. OK? Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne Bonne soirée. soirée. À Au bientôt. revoir. Bon week-end. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.